Bonsoir à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Sachez que moi aussi je suis en forme pour ce coup de lancement pour les épreuves orales. Et bien évidemment, ce soir, c'est encore un live un petit peu particulier puisque ce que nous allons voir ensemble peut vous servir aussi bien pour les épreuves orales que pour votre épreuve d'application. On va partir ensemble de zéro. Dans mes cours, je considère que vous arrivez, vous êtes vierge de connaissances concernant l'éducation nationale, concernant les séances, les séquences et tout le jargon didactique. Et nous, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir débroussailler tout ça progressivement. C'est un live où vous allez avoir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, à l'issue de ce live, vous aurez mon polycopier, hein, inutile de tout prendre en note, mais c'est un petit peu ce cours, votre référence. Vous allez pouvoir venir vous référer tout au long de votre année à ce support de cours, puisqu'on va parler de tout un tas de choses. On va venir un petit peu poser les fondations pour qu'ensuite on puisse avancer pour les épreuves orales et que vous, en parallèle avec vos formatrices d'application, vous puissiez également vous servir de ce cours pour pouvoir avancer. Alors, on va y aller tout doucement. Il y aura beaucoup d'infos, oui. Ça va vous faire un petit peu peur, oui. Mais vous allez voir que je ne vous demande absolument pas de ressortir en vous disant waouh, ça y est, je maîtrise. Non, ce sont des choses qu'on va revoir ensemble tout au long de l'année. Et là, je parle notamment pour les matières orales. C'est un métier que vous allez apprendre durant cette année. Et ben, je ne peux pas vous apprendre un métier en 2 heures de temps. Lundi prochain, on aura notre premier cours de didactique du français ensemble. Mais je ne vais pas vous apprendre un métier les 2 prochaines heures non plus. C'est progressivement, c'est la régularité, c'est venir assister à vos cours, suivre le rythme, répéter, écouter vos collègues, qui va faire que vous allez vous approprier ces différentes notions et vous allez voir que pour beaucoup d'entre elles, tout finira par se mettre en place. Vous allez faire des liens au mois de mars quand on aura terminé et bouclé notre programme. La didactique, c'est comme ça, je vous le dis chaque année, mais il y a une lumière qui va se faire, on va dire, au mois de mars, quand vous aurez travaillé autour des différents thèmes. On découvre tout ça ensemble. On ne s'inquiète pas. Je ne considère pas ce soir que c'est acquis. Écoutez, on va y aller gentiment, puisqu'on a du pain sur la planche. C'est un cours un peu magistral, puisque j'ai un certain nombre de bases à vous apporter. Vous allez voir qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera des cours, notamment que vous aurez avec moi, beaucoup plus interactifs, où on partagera, on échangera. Mais ce soir, j'ai un certain nombre de choses à vous dire. Alors, je considère qu'on ne sait rien. Ou alors on sait peut-être des choses, ou on a entendu des choses, ou on a vu d'autres choses dans d'autres formations, mais ce que je vous avais proposé, c'est que ensemble, on reparte de zéro. Vous devez être totalement incollable sur la scolarité de l'élève et de manière générale un certain nombre de choses sur cette scolarité. Donc tout d'abord, il est totalement incontournable que dès aujourd'hui, vous commenciez à me parler du parcours de scolarité en utilisant le terme de cycle. Cycle 1 pour l'école maternelle, petite section, moyenne section et grande section. Cycle 2 de l'école élémentaire pour le CP, CE1, CE2. Et enfin, cycle 3 pour les classes de CM1, CM2, 6e. Pour terminer, mais nous, ça nous concerne moins, vous avez le cycle 4 pour le collège de la 5e à la 3e. Donc ce soir, on ne va pas parler CSE, connaissance du système éducatif ensemble, mais pour la petite anecdote, vous voyez que ce cycle 3, il est un petit peu particulier puisqu'on a les classes de CM1, CM2 de l'ordre de l'école élémentaire qui sont mélangées avec une classe du collège. C'est simplement
pour favoriser la communication et que les enseignants du premier degré soient obligés d'échanger avec les enseignants du second degré, qu'on ait une certaine continuité. Attention, pour vos épreuves orales et également pour votre épreuve d'application. Quand on vous demande d'avoir des notions, des connaissances, des programmes, notamment autour des attendus de fin de cycle, on va en reparler ensemble tout à l'heure, pas de panique, on attend de vous que vous connaissiez les programmes jusqu'à la classe de CM2. Vous n'avez pas ensuite à maîtriser les programmes du cycle 4 ou de la classe de 6e. Quand vous allez voir, il y a quelque chose d'important. Je pense notamment quand on étudiera la proportionnalité. Je vous dirai parfois, ah, attention, ça, c'est réservé à la classe de 6e. C'est que je juge que l'info est pertinente et que je vous la donne. Sinon, on a déjà bien assez à faire avec les programmes du cycle 1, du cycle 2, de la classe de CM1, CM2. Donc on s'arrête là. On ne va pas connaître les programmes plus loin. Donc le cycle 1, c'est un cycle auquel on donne un petit nom. C'est le cycle d'apprentissage premier. Selon vous, pourquoi? Tiens, on va poser la question à quelqu'un. Pourquoi le cycle des apprentissages premiers? On l'appelle le cycle des apprentissages premiers parce que c'est le cycle où les enfants vont apprendre à être des élèves, donc ils vont apprendre à savoir se positionner en tant qu'élèves dans la classe, donc à apprendre les règles de la classe, ainsi que les premiers apprentissages, donc tout ce qui va être la construction du nombre et le langage qui est une priorité du programme. Alors Chloé nous a parfaitement posé le cas. En fait, le cycle des apprentissages premiers, parce que c'est le début de tout. C'est où je vais passer d'un statut d'enfant, j'arrive à l'école maternelle en étant un enfant, et je vais apprendre à devenir un élève. Et ça, vous allez voir que c'est un apprentissage de longue haleine. Ça nous paraît naturel, mais ça ne l'est pas. J'arrive à l'école, il y a de nouveaux apprentissages, un nouveau cadre, de nouvelles règles, et du coup, eh bien, ce n'est pas inné. J'étais un enfant avec mes parents, mon entourage. À l'école, je mets mon manteau d'élève. Et ça, je vais devoir apprendre tout un tas de règles. Chloé nous l'a dit, au-delà du devenir élève, c'est le cycle de l'explosion orale. C'est-à-dire que c'est l'école où le langage oral occupe une place primordiale. Et ça, vous allez voir que tout au long de l'année, je vous le remets à toutes les sauces, hein, je vous le fais mettre dans vos introductions. Dès qu'on a un sujet en lien avec la maternelle, on place hein, l'oral, l'ère de l'explosion lexicale, c'est le cycle 1, premiers apprentissages du nombre également. Le cycle 2, on retient également son nom, c'est le cycle des apprentissages fondamentaux. Pourquoi fondamentaux? Parce que on pose la base des mathématiques et du français pour le reste, je dirais. Eh oui, Et on commence vraiment à distinguer certains apprentissages. Par exemple, l'histoire, la géographie, c'est distinct, alors qu'en maternelle, c'était mélangé un peu. oui. Alors, tout à fait. Bon, l'histoire, géo, on est encore un petit peu dans un, et science, hein, dans un questionner le monde, encore Ah oui, un c'est petit peu vrai. dans un fourre-tout, hein. Je dis ça fourre-tout, mais vous entendez ce que je veux dire. Mais oui, l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'on va chercher à permettre une maîtrise des quatre savoirs fondamentaux. Et tu nous l'as dit avec tes mots, mais tu nous l'as dit. Le lire, écrire, compter et respecter autrui. L'éducation nationale considère hein, que ce sont les quatre savoirs fondamentaux. Pourquoi des savoirs fondamentaux? Ça permet en fait de pouvoir comprendre le reste. Si on ne sait pas lire, écrire et compter, on peut pas en fait comprendre les autres disciplines. Et je sais pas aussi si c'est un rapport, mais c'est le début du socle aussi. Parce que en maternelle, on n'est pas encore dans le socle, alors que là, ça y est, on rentre dans le socle.
Bravo Camille. Alors Camille nous l'a parfaitement dit et je vais vous la placer pour la première fois durant l'année. Vous allez voir, je vais la placer très régulièrement également de manière à ce que vous puissiez la retenir. Mais lire, écrire, compter et respecter autrui, c'est la base de ce qui va permettre de former des futurs citoyens autonomes et éclairés. Si je sais lire, je sais écrire, je sais compter et je sais respecter autrui pour le bon fonctionnement de la société, alors je peux être un citoyen autonome qui peut s'en sortir. Priorité durant ce cycle 2, maîtrise de la langue française et des premiers outils mathématiques. C'est ce qu'on souhaite vraiment faire acquérir puisque Camille nous l'a dit, ça conditionne aussi l'accès à la poursuite des apprentissages. Donc on découvre aussi les prémices de l'histoire, géographie, sciences au travers de questionner le monde, etc. Mais on a vraiment, on le voit dans le taux horaire des programmes, une priorité qui est donnée à cette langue française et ses outils mathématiques. Cycle 3, cycle de consolidation. Tout simplement parce que, comme son nom l'indique, on vient consolider les apprentissages en maths, en français, et on continue un petit peu à s'ouvrir, à découvrir le monde en vue de l'entrée, du coup, au collège. Donc, vous voyez, c'est logique. Hein. Apprentissage premier, les fondamentaux, et je consolide pour arriver prêt et approfondir lorsque je serai au collège, puisque vos élèves, lorsqu'ils seront au collège, ils auront besoin de s'appuyer sur tous les savoirs que vous aurez pu leur apporter durant la scolarité primaire. Alors, le socle commun. Le socle commun, c'est un petit parcours. En fait, vous avez un élève qui arrive et à la fin de l'instruction obligatoire, on considère que cet élève va devoir maîtriser un certain nombre de connaissances, de compétences qui sont définies par un document que vous devez impérativement connaître. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, que l'on nomme également le S4C, notre socle actuel, qui date d'avril 2015. Bon, vous avez peut-être entendu qu'on parlait nouveau socle, etc. Mais ce n'est pas en vigueur. Donc moi, généralement, je vais vous en parler, je vais écrire S4C, parce que vous allez voir vous aussi, quand vous allez prendre des notes, vous allez écrire ça sur votre copie parce que le nom entier est un peu lourd. Donc, ce socle, vous pouvez le consulter sur EduSchool, ça regroupe en gros, ce sont les connaissances, les compétences qu'on veut que l'élève ait acquis à la fin de l'instruction obligatoire. Notre socle actuel concerne l'élève de 6 à 16 ans. Il ne s'applique pas à la maternelle. Pourquoi? Parce que quand il a été créé, l'instruction obligatoire allait de 6 à 16. Donc, on retient qu'il ne s'applique pas à la maternelle, même si la maternelle contribue déjà à cela. Donc, c'est vraiment le parcours. J'ai un élève qui arrive, son sac à dos est plus ou moins, on considère que son sac à dos est vide, et c'est à l'école de lui proposer un parcours pour faire qu'à la fin de sa classe de troisième, il soit outillé avec dans son sac à dos tout ce qu'il lui faut. Donc, ce socle, les domaines, je les connais par cœur. Vous imprimez cette slide que oui, vous retrouvez ce soir, vous retrouvez aussi dans le cours de CSE pour ceux qui sont en CSE. Cette slide, elle est incontournable. Vous devez d'ores et déjà, dès aujourd'hui, m'apprendre par cœur le nom de ces 5 domaines. C'est totalement essentiel. Les langages pour penser et communiquer. Je dois m'exprimer au travers de 4 types de langages. Les méthodes et outils pour apprendre. C'est en gros comment j'apprends à apprendre, comment j'organise mes apprentissages, comment j'exploite des outils
Domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. C'est tout ce qui est partage des valeurs d'une vie en société. Je deviens un citoyen éclairé. Domaine 4, acquérir les fondements d'une culture mathématique, scientifique et technologique. Et enfin, domaine 5, tout ce qui va concerner un petit peu l'histoire géo, euh, connaître son espace géographique et le temps historique. Alors, je vois du coup quelqu'un qui dit c'est affreux, j'arrive pas à les retenir par cœur. Et chaque année, dans mes candidats, ça ne manque pas, hein. Vous êtes plusieurs à avoir systématiquement la question à l'oral. Est-ce que vous pouvez me citer les 5 domaines du socle commun? Et voilà, il y a pas le choix. Eux, il faut les connaître. Après, vous allez voir que dans chacun de ces domaines du socle, vous trouvez des composantes. Celles-ci, n'allez pas les connaître par cœur. C'est trop. Comprenez ces domaines. Sachez que le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, c'est parce que je travaille et je sais utiliser la langue française à l'oral et à l'écrit, mais que je sais également utiliser les langages mathématiques, scientifiques et technologiques, ou encore les langages des arts et du corps, donc enseignement artistique EPS, et enfin la langue étrangère. Retenez que le domaine 2, c'est tout ce qui est utilisation du numérique, mais aussi coopérer avec un camarade. Ayez une idée globale, mais n'allez absolument pas apprendre l'intérieur de ces composantes. Par contre, les lire une fois, oui, c'est un essentiel. Donc, en fait, lorsque, j'aimerais bien que vous compreniez ça ce soir, parce qu'on voit très souvent la confusion. Lorsque je suis en cours, euh, qu'est-ce qu'on va dire? En cours de maths, de français. En cours de français, je fais travailler mes élèves de CM2 sur une petite présentation orale. Vous allez me dire, ah, je travaille le domaine 1 du socle, les langages pour penser et communiquer. Parce que les élèves utilisent le français à l'oral. Donc, je travaille le domaine 1. Oui, mais attention, vous travaillez sûrement aussi le domaine 2. Parce que vos élèves, s'ils sont à deux à présenter leur travail, ils ont coopéré, ils ont réalisé un projet ensemble. Donc, vous avez contribué au domaine 2. Vos élèves qui sont en train d'écouter et qui sont en train d'appliquer des règles de bonne conduite, de politesse, de respect de la prise de parole d'autrui, eux, ils sont en train de travailler le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. Donc, vous voyez, c'est pas je fais du français, je suis dans le domaine 1. Alors, vous êtes toujours dans le domaine 1, mais il y a d'autres compétences que vous venez travailler un petit peu de partout. Mais alors ça, on ne s'inquiète pas parce que pour le coup, ces histoires de domaine, on va les retrouver tout au long de l'année. Enfin, domaine 4, domaine 5, voilà, je vous ai mis quand même les composantes. Je vous ai dit, c'est un petit peu votre manuel. Vous retrouvez ça à plusieurs endroits en application, en CSE, parce que c'est vraiment un incontournable. Sachez que notre précédent socle commun, en 2005, nous n'avions pas la composante, la dimension culturelle. C'était le socle commun de connaissances et de compétences. Maintenant, on a rajouté l'aspect culturel parce que la culture a pris de plus en plus d'importance pour l'éducation nationale, hein, donc culture littéraire, artistique, etc. Donc, on en fait une priorité. Alors, on se récapitule ça un petit coup. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, c'est ce qui doit être atteint en fin de troisième. Pour y parvenir, je retrouve des programmes. Les programmes visent l'acquisition
de ce socle commun. Programme du cycle 2, du cycle 3, du cycle 4, puisqu'on l'a vu, socle commun s'applique de 6 à 16 ans, du CP à la classe de troisième. Donc, les programmes, c'est ce qui doit être mis en place pour garantir d'atteindre une maîtrise du socle commun. Le cycle 1, je vous l'ai mis un petit peu à part parce que en soi, il est un petit peu hors catégorie, mais tout ce que vous faites au cycle 1, forcément, indirectement, bah, ça va aider à l'acquisition de ces compétences. Mais dans un sujet qui concerne l'école maternelle, lorsque vous serez en épreuve orale de leçon, on ne rattache pas à un domaine du socle commun. Les fameux programmes, vous, enseignants, vous allez être tenus de suivre les programmes qui sont mis en place par l'Éducation nationale. Ces programmes, on vient de le voir, ils sont là pour garantir une bonne acquisition des compétences du socle commun. Peut-être que vous allez, durant votre année de prépa au CRPE, vous intéresser au programme, avoir envie d'aller fouiner. Sachez que, en ce qui me concerne, la formation est faite pour vous éviter d'aller fouiner dans les programmes. J'ai beaucoup de candidats l'an dernier qui n'ont pas ouvert les programmes de l'année, qui sont PES cette année. Normalement, je vous mâche pas mal le travail. Je vais vous mettre aussi sur vos plateformes des oraux des documents récapitulatifs où je vous ai regroupé les attendus de fin de cycle, tout sur un même document, puisque si vous avez été un petit peu fouiné dans les cours déjà, vous aurez pu voir que je rattache, par exemple, un cours sur l'oral en maternelle, je vous mets que les attendus de fin de cycle qui concernent l'oral. Mais vous aurez un document qui synthétise un petit peu tout ça. Et si toutefois l'envie vous prenait d'aller fouiner dans les programmes, vous retrouverez sur votre plateforme donc le polycopier. Il vous suffira d'aller cliquer sur le lien pour trouver le bon programme. Donc, programme de cycle 1 en vigueur depuis 2021. Nos programmes de cycle 2 et de cycle 3 en vigueur depuis 2020, avec des modifications en sciences et technologies qu'on a eues en 2023. Un petit point actu. Ce soir, avec vous, j'aimerais faire quelques petits points d'actu. Parce que si vous refaites votre année, vous en avez entendu parler, ou si ça fait quelques mois que vous vous intéressez au concours, vous en avez entendu parler, mais quid des nouveaux programmes? Vous avez peut-être entendu parler en avril 2024 qu'on a eu des projets de programmes en maths et français pour les cycles 1 et les cycles 2 qui ont été publiés. Donc, on nous annonçait des nouveaux programmes de maths et français pour la rentrée là, de septembre. D'ailleurs, j'avais moi-même commencé à travailler pour Drôle de formation sur les nouveaux programmes. Sauf que je ne vous apprends rien, le contexte politique, etc., a fait que ces programmes ne sont pas entrés en vigueur à la rentrée 2024-2025. Et du coup, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que vous, pour votre concours cette année, vous êtes interrogé sur les programmes de 2020. Si en cours d'année, nouveau gouvernement, etc., vous commencez à entendre nouveaux programmes, que ça vous stresse, non. Nous, cette année, on est focus sur les programmes de 2020, les seuls qui sont applicables pour votre concours du CRPE. Donc, même si je vois en cours d'année des nouveaux programmes qui sont publiés et qu'on me dit qu'ils entreront en vigueur pour l'année 2025-2026, je n'écoute pas, je reste focus sur 2020. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, il y avait des changements quand même importants au niveau de quand les notions ont été vues, par exemple les fractions au cycle 2, etc.
mais sur la manière d'enseigner, méthode Singapour, manipulation, verbalisation, abstraction, je vous formais déjà de cette manière dans les mises en situation qu'on va voir toute l'année. Donc pour vous, ça va pas changer grand-chose, rassurez-vous, mais on sait qu'il y a ces nouveaux programmes qui sont là, en suspens. Il y avait beaucoup d'opposition face à ces programmes, donc on ne sait pas trop. Mais nous, on a juste 2020 qui fait foi. Comme dit Mister Thalès, qui a une parole très très sage, ne surchargeons pas nos cerveaux avec les réseaux sociaux, etc. Après, vous allez voir que vous allez sur les réseaux sociaux, on voit parler nouveaux programmes, pas nouveaux programmes, réforme, pas réforme, et ça nous fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite mise au point avec vous. Attention, il s'est quand même passé quelque chose au niveau des programmes. Petite particularité, avant cette période incertaine politique, on va dire, il s'est quand même passé quelque chose. Nouveau programme de MC qui, lui, a pu être acté, publié pour les cycles 2 et les cycles 3, donc qui a pu paraître au bulletin officiel en juin 2024. Donc lui, il va être en partie pour ceux qui sont en histoire géo EMC. Ces nouveaux programmes vont être abordés par votre formatrice d'EMC, puisque eux, on va les voir rentrer en application tout progressivement. C'est-à-dire que les élèves qui sont entrés au CP cette année, eh bien, direct, ils débutent avec le nouveau programme de MC. Pour les CE1, ce sera l'année d'après, etc. Vous comprenez qu'en gros, tout débute en début de cycle. Au CP, je rentre en CP, je débute avec les nouveaux programmes. Je rentre en CM1, je débute avec les nouveaux programmes. Mais si je suis déjà en CE1, si je suis déjà en CM2, eh bien, les nouveaux programmes de MC ne s'appliquent pas à mon cas puisque les années précédentes, j'étais pas dans ce courant nouveau programme. Donc ça, vous verrez avec Anaël pour ses programmes de MC. Mais sachez voilà, que c'est un petit peu la nouveauté et je tenais à vous le dire puisque parfois, même en épreuve orale, le jury va un petit peu s'intéresser, voir votre connaissance de ce qui se passe un petit peu dans le monde de l'éducation nationale et c'est bien pour vous de le savoir. On a donc un programme pour chaque cycle, comme vous avez pu le voir. Attention, par contre, on voit souvent la question: où est-ce que je peux trouver ce qu'il faut faire exactement en classe de CP? Ah, je lis les programmes, mais j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en CM1 exactement. Si vous allez vous intéresser à ces programmes, en effet, ils ne vont pas vous détailler de manière exhaustive, enfin, pour nos programmes actuellement en vigueur. En CP, toi, enseignant, il faut voir ça avec les élèves. En CE1, il faut voir ça. En CE2, il faut voir ça, etc. Vous allez trouver, vous, dans les programmes, ce que l'on nomme des attendus de fin de cycle. Un attendu de fin de cycle, c'est ce que l'on va être, entre guillemets, en droit d'attendre d'un élève à la fin du cycle, c'est-à-dire en fin de grande section, en fin de CE2 ou en fin de sixième. On considère que, et heureusement, que les élèves n'apprennent pas tous au même rythme et que j'attends quelque chose des élèves en fin de cycle, mais ce n'est pas juste d'attendre ça d'eux en fin de CP. Parce que peut-être que dans ma classe, j'ai des élèves qui seront capables de le faire en fin de CP, mais d'autres qui auront besoin d'un peu plus de temps et qui parviendront à la compétence en fin de CE1. Donc on considère avec ces programmes que les élèves ont 3 ans pour pouvoir acquérir progressivement
les attendus de fin de cycle. Les programmes sont vraiment pensés comme étant curriculaires, donc c'est un vrai parcours de formation, et spiralaire, c'est-à-dire l'enseignement spiralaire, c'est je vois une notion, puis je viens la remobiliser l'année d'après en la revoyant, mais en l'approfondissant, puis encore l'année d'après, et j'arrive à maîtriser du coup la compétence. Donc ça, c'est l'enseignement spiralaire. On reprend toujours et ça permet de voilà, garder cette considération que les élèves n'apprennent pas tous au même rythme et que donc on leur laisse le temps d'apprendre. Alors les programmes, ils se présentent comme ceci. Ici, je vous ai pris pour exemple le programme de français du cycle 2. Donc au début du programme de français, vous avez les grandes compétences travaillées, en gros qu'on appelle aussi domaine, sous-domaine, l'oral, la lecture, lecture et compréhension de l'écrit, l'écriture et l'étude de la langue. Maintenant, vous allez voir, si je m'intéresse au langage oral, j'ai toujours une petite histoire au début qui est racontée pour expliquer en fait aux enseignants la petite histoire de l'élève qui rentre au cycle 2 et qui en ressort. Vous avez ensuite les attendus de fin de cycle dont je vous parlais. Et vous voyez que ces attendus de fin de cycle, si on s'y intéresse un petit peu, c'est très vaste, hein. Conserver une attention soutenue lors de situations d'écoute ou d'échange et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension. Vous allez me dire, bah, c'est pas très guidant quand j'arrive comme ça, comme jeune enseignant. Mais ces attendus de fin de cycle sont assez vastes comme ceci. Après, si on va à l'intérieur des programmes, on peut constater que vous voyez, ici, on avait pour l'oral, dans les compétences travaillées, nous avions écouté pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. Bien, si je vais un petit peu creuser, dans les programmes, j'ai les compétences et connaissances associées. Maintenir une attention orientée en fonction du but, repérer, mémoriser des informations importantes et vous avez toujours à côté des exemples de situations, d'activités qui sont là pour vous aider. Donc voilà comment sont faits les programmes. Toutefois, on a quand même un petit peu de chance. C'est-à-dire que pour les classes de l'école élémentaire, pas de l'école maternelle, on dispose d'attendus de fin d'année. Pour quelle matière j'ai des attendus de fin d'année? Est-ce que quelqu'un sait? Je dirais peut-être maths, français, c'est sûr. Excellent. Et peut-être pour histoire géo aussi, non? EMC, tu y es prêt? EMC. Exactement. Super. Nous avons des attendus de fin d'année pour les classes de cycle 2 et de cycle 3. Ici, je me suis arrêtée en CM2 parce que c'est ce qui nous intéresse. On a des petits documents comme ceci qui sont des attendus de fin d'année et qui viennent cibler de manière plus précise qu'est-ce qu'on attend en fin de CP, qu'est-ce qu'on attend en fin de CE1, etc., etc. Et pour les mêmes disciplines, vous retrouvez des repères annuels de progression qui sont un petit peu, au final, c'est un peu un résumé, une vulgarisation des attendus de fin d'année. Les attendus de fin d'année, on va plus dans le détail. Les repères annuels de progression, on vous dit ça c'est en CP, ça c'est en CE1, ça c'est en CE2. On vous compare dans des colonnes, on vous met les 3 années du cycle et on vous fait un comparatif. Alors, bonne nouvelle, j'ai épluché tous les attendus de fin d'année, j'ai épluché tous les repères annuels de progression et dans vos cours de didactique, quand je vous fais des tableaux avec des petites croix, ça envoie en CP, ça envoie en CE2, c'est parce que j'ai fait le travail pour vous. Donc, nous, ce soir, pour l'épreuve de leçon et d'application, on retient français, maths, enseignement moral et civique. Pour ceux qui prendront la LVE, vous verrez qu'on a aussi des repères pour la LVE.
Alors, quand on ne connaît pas, on arrive, on est en reconversion, on était comptable, on était secrétaire, on était carrossier, et qu'on arrive et que on veut passer le CRPE, il y a tout un tas de choses qui, à nous, nous semblent logiques, mais nous, on considère vraiment que vous arrivez, que vous ne connaissez pas. Donc, le programme du cycle 1 à l'école maternelle, on ne parle pas de français, on ne parle pas de maths, on ne parle pas d'histoire géo, mais les programmes sont composés de 5 domaines qui sont mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Ça, je suis désolée, vous devez l'apprendre par cœur. Vous allez voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je n'aime pas du tout l'appris par cœur. Et je vous demande toujours de comprendre plus que de connaître par cœur. Mais quand je vous dis, attention, ça, on apprend par cœur, c'est qu'on doit apprendre par cœur. Domaine 1, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. C'est l'équivalent du français. Donc pour votre épreuve orale de leçon, si vous avez un sujet à l'école maternelle pour votre épreuve orale de leçon français, c'est ce domaine qui est concerné. Vous ne pouvez pas vous permettre d'abîmer son nom quand vous le présentez au jury. Domaine 2, agir, comprendre, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. On ne parle pas de PS à l'école maternelle. On parle de ce domaine 2 qui s'appelle comme je viens de vous l'énoncer. Le domaine 3, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, c'est tout ce qui est art, hein, univers sonore, art plastique, art visuel. Vous verrez ça pour ceux qui sont en art avec Noémie. Un autre qui va nous intéresser, c'est le domaine 4, acquérir les premiers outils mathématiques. Ça, c'est les maths de l'école maternelle. Attention, si vous allez des fois, parce que je sais que parfois vous ne pouvez pas vous empêcher, vous partez à la pêche aux ressources gratuites sur Internet, hein. Notamment, il y a tout un tas de choses bien faites. Il y a aussi des choses très connues avec des coquilles qui se glissent à l'intérieur, donc on fait attention. J'en profite. Mais sachez que ce domaine des mathématiques à l'école maternelle, il a changé de nom il y a de ça 5 ans, je dirais. Donc vous risquez de voir des ressources avec encore l'ancien nom du domaine. Donc on fait attention à ne pas se tromper. C'est bien celui que je vous ai mis ici qui est le bon. Domaine 5, explorer le monde, du coup, histoire, géo, sciences et techno. Particularité de l'école maternelle, aucun taux horaire imposé, si ce n'est qu'on doit garantir aux élèves 30 à 45 minutes par jour en salle de motricité. Sinon, c'est vous qui allez gérer. Donc, si le jury vous avez un sujet en classe de moyenne section et que le jury vous dit combien d'heures de français vous faites dans votre classe de maternelle, combien d'heures imposent les programmes, ne tombez pas dans le panneau. À l'école maternelle, on est vraiment libre. Alors bien sûr, école de l'oral, donc bien sûr, le domaine 1, on le travaille vraiment tous les jours. Mais sinon, vous avez pas mal de liberté. Ici, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je voulais vraiment que vous ayez un document qui regroupait tout. Donc, au cycle 2, cette fois, on va parler de domaine disciplinaire, domaine d'enseignement, discipline. Vous choisissez un petit peu comment vous voulez les appeler. Sur EduSchool, on nous parle de domaine disciplinaire. Donc, je vous ai mis ici une capture. Vous avez les taux horaires. S'il vous plaît, essayez de savoir pour le français, les maths et le PS. Voilà. Le reste, non, puisque l'épreuve d'application, notamment, ça n'a pas d'intérêt parce que vous n'allez pas écrire sur votre copie à l'école. Au cycle 2, nous faisons tant d'heures
par semaine, etc. Donc, on essaye vraiment en priorité de connaître le français, les maths, le PS pour le cycle 2, le cycle 3. Si on les connaît tous, c'est bien, on se rassure, mais en priorité ceux que j'ai pu vous énoncer. Et oui, Mélanie, tu peux totalement avoir un jury qui te pose cette question. Priorisez si vous n'êtes pas dans l'apprentissage par cœur, le français, les maths, mais vous n'êtes jamais à l'abri de ça. Et oui, Valou, très très bien, placardez les toilettes si le frigo est déjà pris. J'ai reçu cette année plusieurs photographies de murs, de WC, de cuisine, et je vous garantis qu'à la fin de l'année, euh, c'est quelque chose, hein. Vous êtes aussi créatif, hein, à votre manière, vous refaites les murs de la maison. Donc, pour vous récapituler tout ça, les programmes, hein, vous avez le grand chef au sommet, le S4C, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Pour l'atteindre, on a des programmes, hein, qui sont mis en place. Le S4C, il est composé de domaines qui ont après en leur sein des composantes. Les programmes, on a au cycle 1 des domaines, au cycle 2, au cycle 3, des disciplines, des domaines disciplinaires, des domaines d'enseignement. Au cycle 1, nous avons des objectifs, au cycle 2 et cycle 3, des compétences. Et pour tout ça, nous avons des attendus de fin de cycle. On ne panique pas, on va revenir largement dessus. Pour aider les enseignants, vous devez savoir qu'il existe des guides fondamentaux qui ont été publiés par le ministère de l'Éducation nationale. Ces guides à l'oral, on vous demande également de savoir qu'ils existent, de savoir à quelle classe ils s'appliquent. Après, on ne panique pas. Je vais prendre l'exemple de notre petit guide orange ici pour enseigner la lecture et l'écriture au CP. Vous allez voir qu'en didactique du français, quand on arrivera ensemble au cours l'apprentissage de la lecture au cycle 2, mon cours est basé sur ce guide orange. Mon cours n'est pas du tout basé sur ce que Aude apprécie ou ce que Aude a envie de faire dans sa classe ou que sais-je. Moi, mon rôle, c'est de vous former aux instructions officielles. Je suis là pour vous formater en mode machine de guerre concours. D'ailleurs, vous verrez ceux qui sont sur le terrain que parfois c'est même plus compliqué pour vous parce que vous voyez tout un tas de choses sur le terrain où vous faites tout un tas de choses qui ne sont absolument pas conformes aux instructions. Aussi, si vous êtes sur le terrain, vous verrez 90% des enseignants n'utilisent pas la méthode de lecture préconisée par le ministère et que donc, si vous parlez de ça au concours, c'est très embêtant. Nous, on est vraiment là pour se formater. Donc, ces guides, moi, je m'appuie dessus, mais vous devez savoir qu'ils existent. Alors, le premier, la grammaire du français, il est un petit peu à part, ce guide. C'est celui sur lequel, pour le coup, AVA s'appuie pour vous former. C'est la grammaire et du SCOL, donc qu'on vous enseigne en français pour passer votre concours. Sachez que vous avez un guide pour la mise en œuvre dans l'enseignement de la grammaire du CP à la 6e. Pour la maternelle, ce sont les guides verts. Vous en avez un pour le vocabulaire et vous en avez un où on va traiter de tout ce qui est conscience phonologique, préparation de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Orange, le guide orange, c'est, je dirais, celui qu'il faut connaître le plus, hein. Enseignement de la lecture et de l'écriture au CP, mais vous avez aussi un guide au CP pour la construction du nombre, calcul, résolution de problèmes. On en a un pour la classe de CE1, c'est le guide rouge, hein, qui est dans la continuité du guide orange. Et enfin, pour les classes de CM, ce sont les
violet. Donc on retient le vert pour la maternelle, le violet pour le CM et entre deux pour le cycle 2, j'ai les oranges pour le CP et les rouges pour la classe de CE1. Alors je suis mais parfaitement d'accord avec vous qu'il est complètement absurde et ridicule de recruter un enseignant en se basant sur le fait qu'il soit capable ou non de nous donner la couleur d'un guide ou le volume horaire de questionner le monde au cycle 2. Je suis d'accord, c'est une aberration, mais il n'empêche il y a certains membres du jury qui le font. Donc nous, on vous apporte la connaissance. Sachez que il ne faut pas que vous culpabilisiez. Forcément, vous allez devoir faire le tri. J'essaye au maximum d'aller à l'essentiel, mais les connaissances, elles sont considérables. Et si vous pensez aujourd'hui que vous pourrez tout retenir, je dédramatise tout de suite, vous ne pourrez pas tout retenir. Il va falloir apprendre à sélectionner, mais la couleur des guides, je vous l'accorde, c'est ridicule, je suis d'accord, mais c'est très souvent demandé. Andrea, on n'en a pas pour la classe de CE2. Voilà pour les guides fondamentaux. Autre élément totalement indispensable, alors ça, moins pour l'épreuve écrite d'application, puisque vous allez rédiger, donc vous n'allez pas vous-même venir sur le sujet, mais que ce soit pour l'épreuve de leçon ou l'épreuve d'entretien avec connaissance du système éducatif, vous devez savoir qu'il existe des évaluations nationales. Est-ce que quelqu'un voudrait me parler des évaluations nationales? Elles ont pour but d'aider les enseignants à repérer plus facilement pas les carences, mais les difficultés qui pourraient se poser en tout début d'année pour les CP et un tout petit peu plus tard aussi pour voir s'il y a une évolution, pour les aider à mettre en place les APC si nécessaire ou de la remédiation. C'est ça, tout à fait. Et ben là, ils ont même poussé jusqu'au collège, en fait, parce que j'ai mon fils en cinquième qui vient d'en avoir une il n'y a pas longtemps. Il y a des Exact, tests de fluence, enfin d'un peu de tout. c'est ça, un peu de tout. C'est-à-dire que maintenant, c'est généralisé, c'est partout. Pour vous, c'est top, parce que bah, au moins, vous retenez qu'il y en a partout. Exact. Avant, il fallait retenir dans telle classe, il y en a, là, il n'y en a pas, là, il y en a. Là, maintenant, on est ravis. Nous, CRPistes, là, ah, top, parce qu'il y en a partout. Excellent. Alors, du coup, les évaluations nationales mises en place depuis 2018, hein, elles ont lieu en septembre et portent sur le français et les mathématiques. Jusqu'à présent, ces évaluations, nous les avions en CP, CE1, CM1 depuis l'an dernier, 6e et seconde. Attention, nouveauté, généralisation du dispositif à toutes les classes, du CP à la seconde. Et on a même, si je ne m'abuse, pour ceux qui ne sont pas en seconde, en première année de CAP, des évaluations de ce genre également. Donc c'est appliqué dès la rentrée 2024-2025. Petite remarque, en classe de CP, 2 évaluations dans l'année, en début d'année scolaire comme tout le monde et une fois en janvier. Parce que tout simplement, on est dans l'apprentissage de la lecture et on veut voir les progrès qui sont faits où vont se situer les élèves pour repérer du coup les difficultés. Les évaluations nationales, Marjorie, dans le QR, c'est obligatoire, c'est-à-dire que vous, enseignants, vous avez beau être contre, après, les évaluations nationales, c'est quelque chose de tout à fait discutable. Hein. Quand vous serez dans la profession, vous en parlerez avec vos collègues. C'est quelque chose de très discutable, on va dire, mais c'est obligatoire. Donc, on applique et on fait. Donc, ces évaluations nationales, pourquoi elles ont été mises en place? Pourquoi, selon vous, des évaluations nationales?
Alors moi, j'ai assisté à la réunion justement il n'y a pas longtemps de mon fils qui est en CE1 et justement la maîtresse a expliqué le pourquoi des évaluations nationales. Et elle disait justement que c'était pour évaluer le niveau des élèves, donc en français et en maths, et qu'à Mhm. partir de là, en fait, ben, le PE devait entrer dans une base de données en fait tous les résultats et que ça créait une espèce d'araignée en fait bah, de résultats. Et de là, en fait, il y a un résultat qui apparaît au niveau de l'éducation nationale et qui permet de voir si effectivement l'école ben, fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire ben, apprendre tous les attendus en fin de cycle en maths et en français. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Écoute, c'est déjà franchement pas mal. Bon. Elle vous a bien présenté les choses en présentant la version officielle, hein, c'est pour aider les enseignants, mais en ne cachant pas en fait le fond un petit peu de ces évaluations nationales. Vous verrez que moi je suis là pour vous former pour le concours, mais pour vous former pour l'après aussi. Donc très souvent, je vous présente les choses comme elles sont réellement, pour pas que vous ayez de surprise l'année prochaine. Ces évaluations nationales, au-delà, du coup, comme tu nous l'as dit, de faire un repère pour les enseignants, elles sont là avant tout pour que l'éducation nationale ait un regard sur les résultats et pour voir si les écoles rentrent dans le moule, si, enfin, voilà, pour avoir un retour. Du coup, bravo Noah, c'était pas mal. Alors, du coup, ces évaluations nationales, trois objectifs. On va vous dire du coup que c'est pour vous fournir à vous, enseignants, des repères pour compléter vos observations du terrain. Après, nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on remarque, surtout sur le terrain, c'est que si vous suivez ces évaluations nationales et que vous les faites passer comme elles doivent être proposées, on est quand même dans un cadre qui ne permet pas à l'élève de vraiment de réfléchir, qui ne vous permet pas de reformuler différemment les consignes, qui et ce sont des évaluations où souvent, alors même si on présente en dédramatisant, etc., sont source de stress pour les élèves. Et sur le terrain, ce que vous allez remarquer, c'est qu'au final, ça ne reflète pas toujours réellement bah, ce que vous auriez observé sur le terrain. Donc, c'est des bons repères pour vous, mais à prendre quand même avec des pincettes, parce que bah, ce sont des évaluations qui sont franchement pas adaptées à tous et continuez à vous faire vos propres idées, vos propres observations, parce que ça reste un outil qui n'est pas forcément toujours très adapté. Autre objectif, hein, c'est surtout du coup de renseigner les pilotes de proximité, hein, tout ce qui est recteur, DAZEN, IEN, en fournissant des indicateurs pour connaître en fait les résultats de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir orienter du coup la politique éducative pour que on puisse aussi avant tout ensuite plus haut au niveau national avoir des indicateurs qui nous permettent de juger les performances de notre système éducatif. Alors, moi, je voulais apporter une petite précision car je suis enseignante chez Academia et j'ai remarqué que l'année dernière, eh bien, il y avait eu plein de parents de mes élèves qui n'avaient pas eu un rendez-vous avec la maîtresse juste après le passage des évaluations. Et c'est important de le savoir, l'enseignant se doit donc de recevoir chaque parent individuellement pour un entretien individuel sur les évaluations qu'ont effectué leur enfant. Voilà, c'était important de le préciser parce qu'il faut quand même qu'on sache si on prévoit donc de faire cette profession, car c'est quand même, ça demande beaucoup de temps C'est ça. et recevoir les parents, voilà, quand on a 25, 20 ou 30 enfants dans certaines académies, il faut prendre ça en considération. C'est ça. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que tu lis enfin, tes collègues de promo qui disent jamais eu de rendez-vous après
Les Voilà. évaluations, moi la première, hein, enfin qui connaît, j'ai 3 enfants, jamais un rendez-vous suite aux évaluations parce qu'en fait on va le voir, hein, on a un nombre d'heures fourre-tout où on considère qu'il y a la relation avec les familles qui rentrent là-dedans. Le fait est que souvent ça dépasse. Après, normalement, comme tu le dis, on se doit, et moi je vous invite à le faire, de recevoir les parents pour leur restituer ces évaluations. Déjà parce que c'est hyper anxiogène, parfois, pour certains résultats, et ça, c'est très anxiogène, mais en début d'année, ça a été passé dans un contexte anxiogène aussi, et du coup, ça reflète pas toujours. Donc, c'est bien d'accueillir les parents pour les rassurer, etc. Et Merci. il y a une autre petite chose qui est importante aussi à préciser après sur le terrain, c'est que je pense aussi que comme les évaluations nationales sont faites en début d'année, ça permet aussi d'avoir tout de suite un premier contact avec les parents et de créer aussi un lien de confiance. Et ça, c'est hyper important parce que c'est dès le début qu'on va faire nos preuves. Et je pense que l'amorce, elle se fait dès le début de l'année. Tout à fait. Voilà. Et après, si on est sur une bonne dynamique entre les parents et nous-mêmes, l'enfant va voir qu'il y a des retours positifs à la maison, à table, etc. Et ça va vraiment créer une bonne cohésion entre l'enseignant et les parents. Exactement. Tu prêches une convaincue d'ailleurs. Vous verrez que pour ceux qui auront la joie d'avoir leur concours, je vous le dirai en fin d'année. Moi, j'invite toujours euh, mes stagiaires quand je vous parle, réunion de rentrée avec les parents. J'invite toujours à prévoir des gobelets, un rafraîchissement, etc. Parce qu'on reçoit les parents dans sa classe. On veut instaurer une relation de confiance, de bienveillance dès le départ. Et je suis totalement d'accord avec toi, Anne-Sophie. J'ai d'ailleurs une ancienne stagiaire qui m'a écrit là en début d'année, qui m'a dit, j'ai pensé à toi, j'ai prévu le jus d'orange, la bouteille d'eau, etc. C'est toujours plus sympathique dès le début de l'année d'essayer d'être dans une relation de bienveillance et de confiance. Et comme le dit Anne-Sophie, recevoir les parents pour discuter des résultats, c'est important. Bon, allez, on rentre dans le morceau séquence et séance. C'est quoi une séquence? Pour moi, une séquence, c'est composé de séances déjà. Et en fait, la séquence, elle vise à avoir un gros objectif sur une notion à apprendre aux enfants, aux élèves. Très bien. La séquence, ça va se diviser en séances. Et les séances, ce sera plutôt des petits objectifs, en fait, pour mener vers l'objectif principal de la séquence. Excellent. Ok. Rien à rajouter. C'est parfait. Moi, je suis obligée de le voir avec vous parce que pour certains, c'est pas clair, c'est pas inné. Mais tu as fait ça simple, efficace, propre, nickel. Bon, bah parfait. Merci à toi. Alors du coup, une séquence, tu nous l'as dit très très bien. La séquence, c'est un ensemble de séances qui, mis bout à bout, vont nous permettre d'atteindre un objectif. Donc j'ai mis entre parenthèses ou plusieurs objectifs. Donc en fait, c'est un gros objectif et parfois on a des petits objectifs à côté, notamment en termes de langage, mais c'est un objectif. La séquence porte sur un objet d'enseignement et tout au long de cette séquence, on va pouvoir construire chez l'élève des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Donc des savoirs, hein, ce sont les connaissances, les savoir-faire, ce sont les compétences, et le savoir-être, c'est des comportements, des façons d'être, de se tenir. La séance, on en a parlé, la séance, ça vient composer la séquence. Donc la séance, c'est un temps d'enseignement sur la journée, par exemple, qui va me permettre de faire acquérir aux élèves un objectif spécifique que je me serai posé. Et cet objectif va me permettre d'aider à atteindre l'objectif général de la séquence. Alors,
Je vous arrête tout de suite. J'ai vu que c'était un petit peu la panique pour l'épreuve d'application. Où sont les objectifs? Ils n'étaient pas écrits. Où c'est qu'on peut les trouver? Les objectifs, c'est l'enseignant hein, qui vient les fixer. Donc, c'est quelque chose que vous allez fixer avec vos propres mots et vous allez voir qu'on va s'exercer toute l'année. Donc, on ne s'inquiète pas, vous n'allez pas trouver ces objectifs écrits quelque part dans les programmes. Un exemple pour que ce soit plus clair. Cycle 1, classe de petites sections. Je mène une séquence autour des fruits. Mon objectif, c'est connaître et employer le vocabulaire des fruits. Dans cette séquence, je vais avoir plusieurs séances. Je pourrais avoir par exemple une première séance où l'objectif est se familiariser avec le vocabulaire. Séance 2, comprendre le vocabulaire, le travailler en réception. Séance 3, être capable d'employer ce vocabulaire, travailler le vocabulaire en production. Séance 4, être capable de le catégoriser pour qu'en séance 5, mon objectif soit de leur faire réinvestir le vocabulaire. Donc vous avez vu, en tant qu'enseignant, j'ai fixé tout un tas d'objectifs au fil de mes séances qui vont me permettre d'atteindre l'objectif plus général de ma séquence. Concernant la durée, selon vous, une séance, donc un temps d'enseignement, quelle durée ça doit avoir au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3? Par séance, je dirais une demi-heure par séance, mais... Pareil pour le cycle 1, pareil pour des petites sections. Non, non, bah là, par exemple, on a eu justement la réunion pour mon fils en maternelle et après pour ma fille en primaire. En maternelle, la maîtresse nous disait qu'une séance pouvait aller jusqu'à 30 minutes en fonction de ce qu'il voyait, entre 15 et 30 minutes, maximum 30 minutes. Pour des tout petits, ça pouvait être 15. Mhm. Voilà. Puis réparti sur plusieurs semaines en fonction de la séquence. Et pour les plus grands, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ou je dirais peut-être plus de 30 minutes, ou 30 à 45 minutes par séance à peu près. Enfin, Tout à fait. Voilà. On va pouvoir monter, hein, plus ils vont être grands et plus on va pouvoir monter et plus aussi les activités qu'on va devoir faire avec eux vont induire un temps qui va devoir être plus long. Je prends un exemple, vous travaillez en technologie avec votre classe de CM2, bah, vous allez facilement atteindre 60 minutes Mm. parce qu'on va varier les modalités, puis parce que où on est en sciences, on va devoir faire une expérience, déjà le temps de mettre en place, vous voyez, enfin, on peut pas mettre en place pour 10 minutes et ensuite ranger. Donc, on va être sur des temps aussi plus longs en fonction de l'activité. Par exemple, les séances de PS, ça fait partie des séances qui peuvent être plus longues que le reste Oui, ou... le PS, tu vas être sur des séances plus longues, tout simplement parce que, donc déjà, en général, il faut le temps d'arriver, Oui. Mm. s'installer, on ouvre la séance, on passe les consignes, ensuite on a la pratique effective, on a le bilan de retour, et ils sont en activité, ils sont en mouvement, ils bougent, donc on n'est pas sur le schéma de la classe où on va devoir varier les activités parce qu'au bout d'un moment, c'est très compliqué pour eux de se canaliser. Et ensuite, on part sur le débordement. En EPS, on a cette tendance à ce que ce soit plus simple de faire durer, hein, puisqu'on veut aussi de la pratique effective. Donc, très souvent, tu vas avoir au cycle 2 des créneaux d'une heure de PS, chose que tu ferais pas, par exemple, en maths. Mhm. Ouais. Ok. Du coup, on est totalement sur quelque chose de variable, de modulable, et ça va être les grandes tranches que je vais vous donner.
vous allez voir que parfois, je peux vous proposer quelque chose qui va sortir de ces tranches parce que on est dans une séance très dynamique où on va varier les modalités de travail et en gros, vos élèves vont avoir l'impression de faire des micro-activités et du coup, il n'y a pas cette lassitude qui va amener potentiellement à se dissiper, etc. Mais globalement, les grands didacticiens considèrent qu'au cycle 1, donc de la petite section à la grande section, on va pouvoir globalement être sur du 5 à 20 minutes, bien évidemment 5 minutes, des TPS, hein, des tout petits, déjà les canaliser pendant 5 minutes sur une tâche effective, c'est déjà suffisant. Donc, on a ce temps de 5 à 20 minutes. 20 minutes, grande section. Vous voyez, on va devoir trouver le juste milieu. Et aussi, vous, en fonction de votre classe, vous savez pertinemment, vous allez voir hein, d'une année à l'autre, vous allez avoir des classes de moyenne section qui vont très bien tenir les 15 minutes, par exemple, sur un atelier autonome pendant que vous menez un atelier dirigé. Et vous avez des années, des classes qui pourront tenir 10 minutes et vous allez aussi adapter comme cela. Au cycle 2, de 20 à 40 minutes, globalement, début de CP, on est dans la continuité, donc 20, très vite 25, 30 et allant jusqu'à 40 minutes en CE2 facilement. Et cycle 3, en fonction des besoins, on va pouvoir hein, se permettre d'osciller entre 40 à 60 minutes en fonction du coup des différents besoins. Concernant le nombre de séances qui composent une séquence, là encore, il n'y a pas de vérité, mais on considère globalement que vous devez être sur une moyenne de 5 à 6 séances maximum pour votre séquence. Les modalités de travail. Comment je vais pouvoir organiser, selon quelle modalité de travail, je vais pouvoir faire travailler les élèves au sein de la classe? Les modalités, c'est individuel, en groupe classe et en atelier, en petit groupe. En groupe, oui, tout à fait. Donc, groupe classe, je travaille avec la classe en entier. Si je vais un petit peu dans les détails, mais ça peut être considéré comme groupe, je peux choisir de travailler par exemple avec la moitié de la classe et l'autre moitié de la classe est par exemple sur une activité autonome. Vous pouvez travailler par groupe, en atelier dirigé par exemple. On peut travailler en binôme, Jenny. Mais du coup, toi, tu nous as dit groupe, hein, donc en gros, groupe, c'est vaste. Et enfin, en individuel. Très, très bien, Jenny. Alors, ces modalités, vous allez voir qu'on va euh, travailler ensemble toute l'année, justement, autour de séances, de séquences. Et vous allez voir que ben, parfois, on travaille en groupe classe, parfois, on travaille en individuel, parfois par binôme. Et j'ai commencé déjà à avoir certains commentaires, mais comment on sait s'ils doivent être en groupe, en individuel, en groupe classe? Ben, on ne sait pas. Aujourd'hui, le 16 septembre, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez devoir, euh, on va travailler ensemble toute l'année pour savoir quel dispositif va être le plus adapté. Un exemple pour la maternelle notamment, quand tu prévois un atelier avec toi, de prendre un certain nombre d'élèves avec toi pour travailler, tu vas devoir prévoir aussi ce qui occupe les autres groupes. Donc, un groupe qui va travailler sur un atelier autonome, un autre groupe sur un autre atelier autonome, et si tu as la chance d'avoir une ATSEM, un autre groupe encore qui va pouvoir travailler avec l'ATSEM sur un atelier qu'on appelle semi-dirigé. Ça,
c'est pour la maternelle. Quand en élémentaire, tu vas vouloir travailler en demi-classe, par exemple, bah, tu vas donner une activité autonome, par exemple de copie, de production d'écrit, au reste de la classe. Et quand je dis travailler par groupe, c'est que tu vas le voir, ça, c'est le dispositif qu'on va privilégier parce que c'est ce qui est privilégié par l'éducation nationale, mais tu vas donner une même consigne, tu vas donner une situation de problème, tu vas les mettre par groupe de 4, par exemple, de 3. Ils vont chercher, toi tu vas circuler entre les groupes pour voir, aider, etc. Et ensuite, on fait une mise en commun en groupe classe. Le groupe classe, c'est vraiment quand on travaille tous ensemble. Et du coup, en effet, c'est quelque chose de pas évident, parce que vous verrez que les premiers jours, les premiers jours, les premières semaines, vous avez l'impression de devoir être partout en même temps et sans jamais être nulle part. C'est une sensation un petit peu de flottement qui peut être un petit peu impressionnante au début. Mais ça, on ne s'inquiète pas, on va voir ça ensemble toute l'année. Je vous parle démarche d'enseignement. Démarche d'enseignement, vous avez vu ou vous allez voir ça dans vos cours d'application également. Nous, on va en retenir une principalement, mais encore une fois, ce soir, on ne ressort pas de là en maîtrisant ces démarches. C'est juste que je vais y faire référence tout au long de l'année et que vous pourrez aller reprendre votre petit guide pour regarder et je répéterai que les Miss et Mister m'arrêtent si je mens, mais tout ce qu'il y a dans le cours de ce soir, vous n'avez pas besoin de bûcher et de l'apprendre par cœur. Je suis obligée de vous le présenter ce soir. Ça fait lourd, mais du coup, ça va se mettre en place petit à petit. Donc, les démarches, vous, en tant qu'enseignant, vous allez être amené à mettre en œuvre globalement 2 démarches d'enseignement. La démarche inductive et la démarche déductive. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va devenir très naturel pour vous, puisque la plus grande partie de l'année, on va utiliser une démarche et mettre l'autre de côté, puisqu'on l'utilisera uniquement dans certains cas. Alors, du coup, pour ces démarches, la première, la démarche inductive, c'est ce qui est préconisé actuellement le plus possible chaque fois que vous aurez la possibilité de mettre ça en place. Je vous explique. La démarche inductive, je mets les élèves face à une situation problème. Je leur pose un problème, un énoncé. Ils vont devoir observer, manipuler, faire du tri, du classement. En gros, ils observent. On les met généralement par groupe et ils vont devoir essayer de répondre à cette situation de problème. Ensuite, on va se retrouver tous ensemble en groupe classe et on va mettre en commun. Je mets en commun, tel groupe a trouvé ça, il nous explique, ah, mais un autre a trouvé ça, pourquoi on n'a pas pareil, on réfléchit. Et cet échange permet de faire naître, de faire sortir une règle qu'on vient poser, que l'enseignant vient institutionnaliser. Et une fois que la règle elle est sortie, eh bien, on peut s'exercer avec des exercices d'application. Mais vous voyez, on a cherché au début. La règle, elle n'arrive pas toute cuite comme ça de nulle part et hop, tiens, prends la règle, applique. Non, j'ai dû chercher, on a échangé et du coup, j'ai construit le savoir. C'est cette mise en activité des élèves qui va induire la règle.
Ça, on va l'utiliser tout le temps. Et je ne vous cache pas que pour votre épreuve orale de leçon, pour vos différentes séquences, pour vos différentes séances en application, c'est ce qu'on attend au concours. Vraiment une mise en activité des élèves pour construire le savoir. La démarche inductive, c'est chouette parce qu'on va du particulier au général, hein, pour découvrir la règle. On est en situation de découverte et du coup, on va pouvoir construire la règle. Donc l'avantage, c'est que on va pouvoir émettre des hypothèses, on part d'une situation qui nous parle et on va pouvoir potentiellement mieux comprendre. La limite, c'est que on a certaines notions pour lesquelles ça va pas être adapté parce qu'on est face à simplement une application automatique et vous devez donner la marche à suivre aux élèves parce qu'ils ne peuvent pas la deviner. Par exemple, poser une soustraction avec retenue, bah, si vous leur expliquez pas la marche à suivre, ils vont pas pouvoir la deviner. Donc là, pour le coup, cette démarche inductive, elle ne va pas être adaptée. Donc, c'est justement pour ce genre de situation, technique opératoire en maths, exception en grammaire, par exemple, qu'on va pouvoir utiliser la démarche inductive. La démarche inductive, beaucoup d'entre vous ont été formés à la démarche inductive, en tout cas en ce qui me concerne, je l'ai été, hein, la bonne vieille méthode où l'enseignant arrive, sortez vos cahiers, l'enseignant présente la règle, on recopie et ensuite on applique. Voilà. Donc ça, c'est la méthode déductive, hein, et de la règle, hein, on va déduire ce qu'on doit faire. La démarche déductive, du coup, c'est pas ce qu'on attend de vous au concours. Il faut savoir qu'elle existe, il faut savoir dans quel cas on va l'utiliser, mais c'est pas ce qui est recherché à l'heure actuelle dans la façon d'enseigner. Donc, démarche déductive, j'ai la règle et j'applique. L'avantage, c'est rapide, mise en place d'un automatisme logique rapidement. Ça rassure les élèves. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas confrontés à l'inconnu. En fait, vous leur mâchez le travail. Vous arrivez, vous écrivez la règle au tableau, il n'y a pas d'inconnu. Quand je les mets face à une situation problème, il y a l'inconnu. La limite, hein, pas du tout de recherche, pas de raisonnement, et du coup, on ne s'approprie pas, on ne comprend pas réellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, hein, les nouvelles manières d'enseigner s'orientent vers l'autre démarche. Donc nous, en gros, si vous avez compris ce soir que ce qu'on va rechercher pour le concours, c'est mettre les élèves face à une situation de problème, puis faire une mise en commun pour faire naître le savoir, l'institutionnaliser et appliquer, c'est bon, vous avez compris comment on construit une séance, puisque tous les lundis soirs, on va répéter selon le même schéma. Donc, dédramatisez-vous tout de suite la construction de séance parce que c'est cette démarche inductive avec toujours les mêmes phases, hein, qui vont revenir. Donc, on se rassure tout de suite. Deux autres mots qu'on va utiliser toute l'année ensemble. Donc, qu'on va apprendre automatiquement par cœur à force de les répéter. Ce sont les mots différenciation et remédiation. Alors, la différenciation et la remédiation, c'est deux mots que souvent on voit employés l'un pour l'autre. Et si vous n'utilisez pas le bon à l'oral, vous pouvez être sûr. En tout cas, moi, c'est la première question que je vais poser si je vois que le mot est pas employé de la bonne manière. Donc, vous devez être au point. Vous allez vous tromper. Vous allez prendre la parole avec moi, vous allez me parler de remédiation pour me parler de différenciation pour me parler de remédiation, et c'est tout simplement génial que vous vous trompiez. Parce que c'est grâce à l'erreur qu'on apprend. En fait, si vous ne vous trompez jamais,
Ben voilà, vous vous trompez pas. Vous allez voir tout un tas de notions pendant l'année. Puis si vous vous trompez jamais, il n'y a aucune raison que ça percute, hein, que ça attire, que ça marque votre cerveau. Quand je me trompe, bah, la fois d'après, je retiens. Ou quand j'entends un camarade de promo se tromper, ça attire mon attention et je retiens. Donc nous, on va beaucoup se tromper cette année parce que c'est super pour apprendre. Et donc, remédiation, différenciation, on va se tromper plein de fois. Mais on va essayer un petit peu de débroussailler déjà ensemble. La remédiation, qu'est-ce que c'est? La remédiation, c'est lorsque je vais venir proposer des nouvelles activités, des activités supplémentaires à un élève qui a encore de la peine à maîtriser une notion. Donc, en gros, je suis en train de faire ma séquence sur, j'en sais rien, la soustraction posée, peu importe. Durant la séquence, je mène ce qu'on appelle une évaluation formative. Pour ceux qui sont en CSE avec moi, je vous renvoie au module sur l'évaluation qui du coup va connaître, j'ai oublié de vous le dire avant, une petite mise à jour, maintenant que j'ai pu vous parler ce soir des évaluations nationales et des changements. Donc, je vais pouvoir faire une petite mise à jour dans ce cours. Mais évaluation formative, vous verrez dans ce module, c'est quand je mène des observations ou que je relève un exercice pour moi, enseignant, pour voir où se situent les élèves. Donc, je mène cette observation, cette évaluation, et je constate que j'ai un certain nombre d'élèves qui ont encore des difficultés pour maîtriser la compétence. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas continuer à foncer tête baissée en les ignorant. On n'est pas du tout dans cette optique marche ou crève, hein. Excusez-moi, c'est familier. Mais ces élèves qui sont en difficulté, là, va bien falloir que je fasse quelque chose. Donc, je vais proposer de la remédiation. C'est-à-dire, je vais remédier au problème, je vais leur proposer de nouveaux exercices, des exercices supplémentaires, je vais peut-être revoir ma méthode et leur expliquer différemment pour les aider, de manière à ce que cette difficulté, elle soit levée. Dans toutes mes séquences, quand il y a besoin de remédiation, je la mets en place. Attention, la remédiation, ça ne concerne pas que vos élèves. Vous verrez, vous avez des élèves que vous repérerez rapidement fragiles sur beaucoup d'aspects. Et ces élèves, vous les connaissez fragiles, hein, tout au long de l'année sur les compétences, etc. Mais là, la remédiation, ça peut par exemple s'adresser à l'élève brillant surtout, mais qui, pour une fois, pour la soustraction posée, ben ça coince. Donc, quand il y a une difficulté, je mets en place de la remédiation pour résoudre cette difficulté, qu'ils comprennent et qu'on puisse continuer à avancer. Maintenant, parlons différenciation. La différenciation, du coup, vous allez en faire beaucoup. C'est adapter votre pratique, vos dispositifs, votre manière d'enseigner, vos supports, les outils que vous fournissez ou non au public de votre classe qui est très hétérogène. C'est-à-dire que les élèves ne sont pas les mêmes. Et il va falloir mettre en place parfois des adaptations pour que chacun puisse atteindre votre objectif en ayant des adaptations pour les aider à atteindre cet objectif. Donc, je dispense mon module d'enseignement, j'observe où j'ai déjà conscience, hein, souvent vous avez déjà conscience que certains de vos élèves auraient besoin d'une adaptation, que ce soit pour complexifier la tâche. Pourquoi? Parce que j'ai des élèves parfois HPI. Et pour les élèves HPI, la différenciation s'applique aussi
pour complexifier la tâche, pour qu'ils ne s'ennuient pas. La différenciation, ce n'est pas que pour les élèves qui ont des difficultés ou des troubles des apprentissages. Mais parfois, hein, vous ne vous trompez pas, j'ai besoin de la simplifier parce que j'ai des élèves qui ont des difficultés, pardon, HPI, haut potentiel intellectuel, donc qui ont besoin d'être stimulés, que vous pouvez mener plus loin, qui risquent en fait de s'embêter si vous laissez l'activité telle qu'elle est. Donc on peut rajouter pour eux une question, donner moins d'outils, augmenter le niveau de difficulté. Donc je mets en place de la différenciation pédagogique pour m'adapter à la particularité, aux besoins des élèves. Attention, lorsque vous connaissez vos élèves, cette différenciation, elle est pensée bien en amont de votre séquence. Et sachez qu'on peut même faire des évaluations différenciées pour les aider. Je prends toujours un exemple très parlant. Vous avez dans votre classe un élève dysgraphique, c'est-à-dire qui a des problèmes avec l'écriture, le geste d'écriture. C'est quelque chose de très coûteux pour cet élève dysgraphique. Vous avez décidé de travailler sur la production d'un écrit, production d'une lettre, d'une recette de cuisine, que sais-je. Sauf que vous savez que ce geste d'écriture, c'est très coûteux pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui proposer de taper son texte, sa production d'écrit à l'ordinateur. Ça, c'est de la différenciation. On peut lui donner, dans le cadre d'une dictée, une dictée à trous pour écrire certains mots uniquement. On peut, pour des élèves en difficulté, réduire un nombre de mots à apprendre. On peut, pour des élèves dysgraphiques, utiliser les couleurs dans les textes, utiliser une police pour élèves dyslexiques, par exemple. Ça, c'est de la différenciation et ça fait partie des textes de loi. Vous êtes tenu de différencier au sein de votre classe. Alors attention, on ne parle pas individualisation. On ne peut pas faire pour chaque. Mais en général, on peut voir des groupes de besoins et on peut mettre en place des choses qui ne vont pas gêner les autres. Par exemple, vous avez un élève dyslexique. On n'en a strictement rien à faire que vos polycopiés utilisent une police qui facilite la lecture pour les élèves dyslexiques. Ceux qui ne sont pas dyslexiques, ils n'ont pas de souci à avoir une police pour élèves, pour personnes dyslexiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Aude, Oui, j'ai énormément de questions sur la... Enfin, il me faudrait préciser la nuance entre les deux, s'il te plaît. tout Les à élèves fait. ne comprennent pas. Merci beaucoup, Mister Thalès. La remédiation. J'ai une notion qui n'est pas comprise. Je propose d'autres exercices. J'explique différemment. J'ai besoin de consolider simplement la notion pour qu'elle puisse être comprise. Vous voyez là, vous n'avez pas saisi la nuance entre différenciation et remédiation. Qu'est-ce que je fais? Je vous réexplique, je reprends, je vous formule les choses peut-être différemment. Je ne suis pas en train de faire de la différenciation et de vous aménager des outils ou je ne suis pas en train de faciliter la notion pour vous la rendre accessible. Je vous réexplique, je fais différemment. La différenciation, je mets en place des aménagements pour rendre une tâche accessible. Cette tâche ne serait pas accessible sans les aménagements. Remédiation, je ne vais pas, entre guillemets, faciliter la tâche. Elle reste la même. Je reprends, on refait pour atteindre la compétence. On s'exerce. Différenciation,
je dois adapter, donner plus d'outils, peut-être un tableau de numération pour aider l'élève, mettre moins de mots pour que la tâche devienne accessible. Donc, au final, lorsque j'ai différencié, l'élève aura eu des outils pour être aidé ou aura vu une réduction du degré de difficulté de la tâche. La remédiation, non. L'objectif, il reste le même, c'est juste qu'on se réexerce. Donc ça, de toute façon, on va le reprendre. Je vous ai dit, hein, vous allez me dire remédiation pour différenciation et l'un pour l'autre, c'est normal. Et systématiquement, je vous reprendrai, je réexpliquerai. Donc, on ne s'inquiète pas. Dernière notion, la pluridisciplinarité. Alors, je vous déconseille d'aller tout de suite sur le net. Ça va vous paraître très flou comme concept. Je vous déconseille d'aller sur le net, dans les revues scientifiques, etc., chercher plus de précision, parce que ça va vous apparaître encore plus flou, puisque ce sont des mots qu'au sein de la profession, chacun utilise à sa sauce comme il le souhaite, et que parmi les écrits scientifiques, au final, personne n'utilise le même mot pour la même chose. Donc nous, ce soir, on va essayer de débroussailler. Nathalie nous dit, je confonds transdisciplinarité, etc. Tout le monde confond tout. Alors déjà, ça vous dédramatise le truc parce que même les maîtres de conférences les plus prestigieux, vous n'en entendrez pas un qui utilise le même mot. Donc comme ça a pour intérêt de nous décomplexer tout de suite. Alors la pluridisciplinarité, qu'est-ce que c'est? Hein, donc dans pluri, j'entends plusieurs, un pluriel. Donc la pluridisciplinarité, c'est plusieurs disciplines qui vont concourir à construire une notion, mais abordée sous différents points de vue. Des points de vue qui sont propres à la discipline. Je donne un exemple. La construction de la notion d'espace. La construction de la notion d'espace, c'est vaste, hein, et cette notion d'espace chez un élève, grâce à la pluridisciplinarité, elle va se construire, mais de manière très différente d'une discipline à l'autre, puisque chaque discipline a sa façon de faire. C'est-à-dire qu'avec Rachel, par exemple, vous allez aborder la notion d'espace autour de l'espace et de la géométrie en mathématiques. Et vos élèves, de la même manière, ils vont construire cette notion d'espace en mathématiques dans le programme d'espace et géométrie, où on apprend à se repérer, par exemple, dans un tableau à double entrée, sur un quadrillage, vous avec Rachel dans la transformation du plan, par exemple. Mais avec Anaël, vous allez travailler en histoire géo notamment sur la construction de notions d'espace, mais différemment. Si on est au cycle 2, les élèves vont construire leur notion d'espace en travaillant autour de la construction du plan, en questionner le monde. Mais en tant qu'élève, je travaille aussi mon rapport à l'espace quand je suis en application avec Noémie en art plastique, puisque je développe une relation à l'espace quand en art plastique, je vais travailler en 2 dimensions, mais que je vais explorer la 3 dimensions, ou encore en EPS avec Gaëlle, quand vous parlerez EPS, quand j'apprends à expérimenter, occuper l'espace en danse, etc. Donc la pluridisciplinarité, c'est plusieurs disciplines, hein, côte à côte, qui permettent de travailler une notion, une compétence, mais chacun a son propre point de vue dans la discipline. L'interdisciplinarité.
Là, on n'est plus sur plusieurs disciplines côte à côte, mais on a ce sentiment de coopération de plusieurs disciplines qui vont contribuer à rendre un projet, une réalisation possible. Je vais vous donner des exemples, mais l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément à l'école primaire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes professeur des écoles polyvalent et qu'il est beaucoup plus facile pour nous de faire travailler les disciplines ensemble. Par exemple, je suis en maths, mais je me sers de ma leçon de maths pour travailler le français, etc., etc. Donc, cette interdisciplinarité, on va la retrouver beaucoup autour d'un projet. Donc, on retient la pédagogie de projet, où on va monter un projet avec les élèves. C'est quelque chose qui sera favorable justement à pratiquer cette interdisciplinarité. En gros, vous avez les disciplines B et C qui vont concourir à réaliser une tâche dans une discipline A. Et là, c'est la panique, donc je vous mets tout de suite un exemple. Vous allez voir que j'aime beaucoup les exemples. Je veux écrire un conte détourné en français avec ma classe d'élèves. Donc, je veux écrire ce conte détourné. Donc forcément, je mobilise des connaissances en français, en littérature. On aura lu des contes pour savoir ce qu'est un conte. Mais je vais travailler également l'étude de la langue parce qu'on abordera le vocabulaire en lien avec le conte, avec le merveilleux. Pour ce projet d'écrire un conte détourné, quitte à faire un projet, autant que ce soit bien fait. Donc je peux mobiliser une autre discipline, je peux mobiliser les arts plastiques qui nous serviront à construire la première de couverture de notre conte, voire à réaliser quelques illustrations. Je peux choisir d'écrire un dialogue du conte en anglais. Je peux me servir du numérique pour, au final, écrire le conte en utilisant le traitement de texte. Donc, je me sers des apports des autres disciplines pour réaliser mon projet. À la base, je suis dans un projet de français, mais l'interdisciplinarité me permet d'arriver à l'aboutissement de mon projet. C'est exactement ça, Camille. C'est comme quand en maternelle, on utilise un album pour couvrir de multiples apprentissages. Tout à fait. La transdisciplinarité. Sarah, tu as une question intéressante. Au final, l'interdisciplinarité permet de créer un projet alors que la pluridisciplinarité permet de donner un ensemble de connaissances sur une même notion. Oui, et sur une même notion vue de façon propre à chaque discipline. En gros, c'est on est au pluriel, mais on est les uns à côté des autres, mais personne ne se préoccupe en fait vraiment au final de l'autre. La transdisciplinarité, c'est l'idée qu'une compétence, elle peut se développer, se renforcer au travers de différentes disciplines, au-delà. Et cette compétence, on la qualifie de transdisciplinaire. Je vous donne l'exemple, justifier son propos. Justifier son propos, c'est une compétence qu'on dit transdisciplinaire, parce que je le travaille en maths. Je la travaille en sciences et technologies. Je la travaille en français, je la travaille en art, etc. C'est une compétence transdisciplinaire. Du coup, pour résumer, un petit tableau que je trouve sympathique pour vous aider à retenir. Maintenant, la colle. Pour développer la compétence, s'exprimer avec aisance oralement. Je me sers de la transdisciplinarité
de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité. Pour développer la compétence, s'exprimer avec aisance oralement. Transdisciplinarité, Camille et Sarah. Après avoir étudié une thématique en sciences, nous décidons d'en faire un article dans le journal de classe. Donc j'écris un journal, je me sers de la science pour ceci, au très bien, au top, c'est de l'interdisciplinarité. Durant l'année, je construis avec les élèves la notion de temps sous différents aspects. Je construis le temps avec les élèves pendant l'année. Je me sers de pluridisciplinarité, c'est-à-dire je construis le temps en EPS, je travaille sur le temps en maths, je travaille en questionner le monde ou en histoire, mais chacun fait à sa sauce dans son coin. L'interdisciplinarité, Romain, j'ai un projet, ici, écrire le journal de classe. Je vais me servir du français puisque on aura étudié différents journaux, comment se présente un journal, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. Mais je vais utiliser l'orthographe, je vais utiliser le traitement de texte, je vais utiliser la science pour faire l'article. C'est vraiment dans un projet interdisciplinaire. Bon, là, j'avoue, j'ai pas été très sympa. On reprend notre projet de conte détourné, vous vous souvenez, qui était un projet interdisciplinaire, puisque en français, j'avais mobilisé la littérature, l'étude de la langue, j'avais mobilisé l'anglais parce que j'ai décidé qu'on écrivait un dialogue en anglais. En art plastique, on est venu réaliser les illustrations, on a utilisé le numérique. Maintenant, j'ai fini mon conte détourné. Il est écrit, il est rédigé, c'est terminé. Et à l'issue de ce projet, je décide en éducation musicale qu'on va découvrir le ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. Selon vous, c'est quoi? Inter, trans ou pluri? Plus je regarde cette question et plus je me dis que je n'ai pas été sympa. Parce que c'est une question piège, en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de pluridisciplinarité. Là, en éducation musicale, je ne viens pas renforcer l'acquisition d'une notion liée au conte détourné. C'est pas de la transdisciplinarité parce que je ne cherche pas à renforcer une compétence au travers de ça. Ah, et je vois qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Ce n'est pas de l'interdisciplinarité, parce que ce travail ne vient pas construire mon projet. On appelle ça un prolongement. Je reste dans la même thématique, j'ai travaillé le conte, on a travaillé sur le conte détourné, c'est terminé. En éducation musicale, je décide de leur faire écouter, visualiser un conte. C'est ce qu'on appelle un prolongement. Mais pas de panique, on y reviendra. On va revoir tout ça toute l'année. Ça, ce soir, on faisait votre petit manuel de référence et inter, trans, pluri, personne n'aime. Moi, j'aime pas non plus. Même moi, parfois, j'arrive à m'embrouiller. Vous allez lire des textes scientifiques, je vous ai dit, il n'y en a pas un qui dit pareil. Du coup, pour récapituler, une petite synthèse à l'issue de ce cours. L'enseignant définit des objectifs. Pour cela, pour atteindre ces objectifs, il va mettre en place une séquence composée de séances pour que les élèves développent des compétences et acquièrent des connaissances pour atteindre les attendus de fin de cycle, pour en fin de troisième, atteindre une maîtrise du... Très bien, excellent. Donc, cette petite slide de synthèse, vous pouvez vous l'imprimer. Elle est utile également. Et vous allez voir que vous allez, pendant des mois, confondre objectif,
compétences, connaissances, notions, en application, enjeux didactiques. Et c'est normal. Et il y a uniquement avec un travail régulier et en rebrassant tout ça plein de fois que ça va rentrer. Mais on a plusieurs mois devant nous. Et là, c'est que le début de notre parcours et vous allez voir que dès lundi prochain, ça va devenir plus concret. On bossera une thématique à chaque fois et donc ça va se faire petit à petit. Je vous retrouverai jeudi soir en CSE à 20h. Pas de RAN à visionner obligatoirement pour jeudi. Pour lundi prochain, on se retrouvera du coup à 20h également pour notre premier cours de didactique du français qui portera sur l'oral à l'école maternelle. Donc ça, vous avez une remise à niveau à voir. Je mettrai aussi sur votre espace un petit sujet type concours, donc c'est très court. Si vous voulez lire le document avant le live, pour l'avoir lu en profondeur, vous pouvez le faire, mais c'est absolument pas nécessaire pour suivre le cours. Mais voilà, je voulais vous en informer. Je vous souhaite à tous une très 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 belle soirée et je vous dis à très bientôt.